Je passerai donc à Monsieur Philippe Grenier. Philippe qui est à l'hôpital Foch, évidemment, et qui va nous entretenir. Cette fois-ci, on va être sur un autre type d'application. On va être en imagerie médicale, l'implémentation des solutions d'IA en imagerie médicale. Donc, Docteur Grenier, je vous cède la parole. Bien. Est-ce que vous voyez mon écran que je partage? Pas encore. Voilà. Vous le voyez? Oui, ça fonctionne. Parfait. J'avais enregistré ma présentation parce que je suis à l'étranger, mais finalement, je vais pouvoir le faire en direct. Bon, d'abord, merci à Christian pour cette invitation. Je travaille à l'hôpital Foch depuis 2 ans dans le cadre de la direction de la recherche clinique et d'innovation pour m'intéresser au développement d'intelligence artificielle en imagerie médicale. Je suis un ancien professeur de radiologie et chef de service à la Pitié-Salpêtrière à Sorbonne Université. Donc, il y a 2 ans, nous avons, à l'hôpital Foch, décidé d'implémenter des solutions d'intelligence artificielle en imagerie médicale et d'en faire usage avec comme objectif commun de faire une aide à la décision, et à savoir mieux détecter, mieux caractériser les lésions sur les images, segmenter et quantifier de façon automatique des lésions détectées pour en apprécier l'étendue et leur évolution au cours du temps, mais aussi obtenir un phénotypage des maladies pour définir des clusters relativement homogènes pour de nouvelles voies thérapeutiques. Et on a 2 projets de recherche à l'hôpital pour reclassifier les maladies chroniques des voies aériennes. Et enfin, 4e objectif, j'en montrerai un exemple, c'est prédire grâce à l'agrégation des données images avec les autres omics, de prédire l'évolution lésionnelle ou la réponse à un traitement. La première solution que nous avons jugé opportun d'implémenter est une solution qui permet d'interpréter automatiquement les radiographies du thorax. Vous savez que les radiographies du thorax sont des examens extrêmement fréquents et que les radiologues n'ont plus le temps, en pratique, de les interpréter. Seuls 20% des radiographies du thorax étaient interprétées. Les jeunes internes font plus l'effort d'apprendre à interpréter ces radios. Il fallait bien trouver une solution. Donc, nous avons orienter notre choix sur une solution qui a été entraînée sur une base de 3 500 000 radiographies, qui fonctionne sur le cloud, qui est connecté à notre PACS et qui contient plusieurs algorithmes. Le premier algorithme assure un triage entre les radiographies normales et les radiographies anormales. Et les autres algorithmes permettent une détection et une identification de 12 anomalies avec une sensibilité supérieure à 92%. Et ces anomalies sont classées en 5 catégories: parenchyme pulmonaire, médiastin, plèvre, détection de la tuberculose et les patients en soins intensifs, présence et placement des sondes, des cathéters vasculaires et gastriques. Pour revenir sur la diapo précédente, nous avons, après 18 mois de fonctionnement, fait une évaluation de cette solution et il faut reconnaître qu'il y a très peu de faux négatifs, ils sont vraiment très peu. Et les faux positifs sont relativement nombreux, mais très faciles à identifier par les cliniciens lorsqu'ils ouvrent le résultat de l'image. La deuxième application a été développée par la société Siemens-Healthineers, avec laquelle nous avons un partenariat. Nous avons obtenu cette solution en work in progress. C'est aussi sur le cloud, connecté au PACS. Et tout scanner thoracique, après 17 minutes, nous obtenons les segmentations et les quantifications suivantes. Détection automatique et contourage des nodules pulmonaires solides de plus de 6 mm, qui sont a priori potentiellement susceptibles d'être malins. Deuxièmement, avec mesure des diamètres et des volumes. Deuxièmement, quantification et détection, bien sûr, de l'emphysème pulmonaire. Troisièmement, détection, segmentation et quantification des calcifications coronaires avec mesure du volume cardiaque, et cette quantification volumique en millimètres cubes des calcifications cardiaques ont une importance, vous allez le voir tout à l'heure. Ensuite, mesure des diamètres des différents segments de l'aorte thoracique strictement perpendiculaire à l'axe central du vaisseau pour détecter toute dilatation anormale d'un de ces segments. Visualisation en 3D de l'étendue des calcifications aortiques et enfin, mesure des plateaux vertébraux
des hauteurs des corps vertébraux pour détecter des petits tassements vertébraux avec mesure de la densité osseuse. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert en pratique d'avoir une solution comme ceci. Ben, la première, c'est est-ce que ça a un sens de dépister des nodules pulmonaires? Ben oui, on le sait maintenant que le dépistage du cancer du poumon chez des fumeurs ou anciens fumeurs âgés de 50 à 74 ans diminue de façon significative la mortalité par cancer du poumon. Et grâce à l'étude européenne plus récente, Nelson, on sait que la mesure volumique du nodule détecté facilite la détection d'une croissance significative du nodule sur les examens de surveillance et permet de réduire de façon drastique les faux positifs, qui valident donc cette technique. Voici un exemple de ce patient. Il avait 3 nodules. Ils sont automatiquement mesurés avec leur diamètre maximum, diamètre 3D maximum, et le mesure en volume. Est-ce que ça a un intérêt de détecter, de quantifier les calcifications coronaires? Oui, dans l'étude Nelson du dépistage du cancer du poumon, on a vu qu'après 10 ans de surveillance, le nombre de décès par accident cardiovasculaire parmi les fumeurs et anciens fumeurs était identique au nombre de décès par cancer pulmonaire. Bon, et on sait par ailleurs que le taux de décès d'origine cardiovasculaire augmente avec l'augmentation de la quantité de calcium sur les artères coronaires. Et il a été démontré que le volume total en millimètres cubes de calcium au sein des pores des artères coronaires peut être classé sur des examens de scanner faible dose non synchronisés avec l'électrocardiogrammes en 4 catégories, moins de 10, 10, 100, 100, 500, plus supérieur à 500 millimètres cubes. Voici un exemple ici où vous avez un volume de plus de 1175 millimètres cubes. On sait qu'un score d'au moins 4, c'est-à-dire supérieur à 500 mm3, est un marqueur prédictif significatif de décès d'origine cardiovasculaire, justifiant des explorations complémentaires et preuves d'effort coroscanner à la recherche de sténose coronaire significative. Alors maintenant, pourquoi détecter et quantifier l'emphysème pulmonaire? On sait maintenant, grâce à des études récentes, que la présence et l'étendue de l'emphysème pulmonaire appréciées visuellement sur des scanners thoraciques sont toutes deux associées à un risque accru de mortalité. De plus, la présence d'emphysème sur un scanner thoracique chez des fumeurs avec ou sans symptômes respiratoires, mais sans retentissement sur la fonction pulmonaire, est un marqueur prédictif de progression de l'emphysème, de perte de fonction pulmonaire et de risque accru de mortalité. On sait donc aujourd'hui que le scanner thoracique est devenu clé pour la détection précoce de l'atteinte respiratoire liée au tabagisme. Les radiologues qui constatent la présence d'un emphysème au scanner doivent encourager les patients au sevrage tabagique. Alors, face à ces connaissances, on a décidé d'utiliser cette solution d'intelligence artificielle pour développer notre plateforme multidisciplinaire d'estimation personnalisée des risques cardiovasculaires et respiratoires, couplée à un dépistage du cancer pulmonaire par scanner faible dose. Cette plateforme est composée d'unités de tabacologie et d'un scanner dédié à l'activité ambulatoire, et on offre aux fumeurs et anciens fumeurs âgés de plus de 50 à 80 ans avec plus de 20 paquets années un scanner annuel. Et sur ces premiers scanners, s'il y a des calcifications coronaires avec un grade 4, on confie le patient au cardiologue pour les différentes explorations complémentaires. S'il y a de l'emphysème de type modéré ou confluent, on demande une spirométrie, et si celle-ci est anormale, ça sera, selon que le patient est symptomatique ou pas, une BPCO ou une BPCO probable. Et enfin, s'il y a un nodule pulmonaire suspect, s'il est franchement très suspect de malignité, il est confié rapidement dans un circuit court au chirurgien, et s'il est indéterminé, eh bien, on va faire des examens de contrôle avec volumétrie du nodule, à 3 mois et 6 mois, jusqu'à ce qu'une croissance significative conduise à la RCP et une décision chirurgicale aussi. Alors, à ce propos, on pourrait peut-être aussi augmenter la valeur du scanner grâce à l'intelligence artificielle pour évaluer la probabilité a priori de la malignité du nodule. Et ça, c'est possible grâce à la radiomique, suivie d'intelligence artificielle. La radiomique, c'est une technique qui utilise des données quantitatives au sein du nodule lui-même, qui va être extrait des images scanographiques, et ça de façon automatique, alors que ce n'est pas perçu par l'œil du radiologue. Ainsi, nous avons transféré plus de 300 nodules malins opérés et 30 nodules bénins opérés avec vérification histologique à la société Siemens, qui est toujours notre partenaire dans ce domaine, et on espère très vite qu'ils vont nous fournir une solution permettant d'optimiser la probabilité a priori de malignité de nodules. Si vous avez 10 exemples de nodules, un seul est bénin, lequel c'est celui-là, l'œil de radiologue ne permet pas
lui seul de le déterminer. Ensuite, nous avons, au moment de l'épidémie du Covid, décidé de partager avec d'autres centres, un en Suisse, un au Canada et un aux États-Unis, les premiers scanners thoraciques de patients hospitalisés pour une pneumonie à Covid. Et nous avons confié donc tous ces scanners à la société Siemens, qui a développé en quelques semaines, quelques mois plutôt, en 2 ou 3 mois, développé des algorithmes d'intelligence artificielle permettant de segmenter les lobes et les poumons et segmenter et quantifier les zones malades. On a pu vérifier visuellement la qualité de ces segmentations, ce qui a fait l'objet d'une publication. Et ensuite, on a poolé tous ces scanners des 3 centres avec des scanners de patients ayant une pneumonie non à Covid, des patients qui avaient des pneumonies interstitielles ou qui avaient des scanners normaux. Et on a séparé cette population en 7 d'entraînement, un 7 de validation, un 7 de test. Et on a essayé d'évaluer la performance pour identifier la pneumonie à Covid. Et on note que c'est les techniques de deep learning qui permettent la meilleure classification avec une précision de courbe sous la courbe à 0,93 par rapport aux techniques de machine learning, que ce soit la régression logistique ou les random forest, est bien meilleure que la performance des radiologues qui visuellement utilisant les critères classiques de reconnaissance du diagnostic. Enfin, une fois que c'est validé, ce logiciel, nous avons pu l'étudier de façon rétrospective sur plus de 300 patients consécutifs avec pneumonie à Covid-19 prouvée, nécessitant une hospitalisation. Et parmi ces patients, 85, soit 26%, ont montré une aggravation clinique qui a conduit à un passage en réanimation ou entraîné le décès du patient. Et on voit que le pourcentage de volume pulmonaire atteint par la pneumonie, on voit les zones grises et les zones blanches, et le pourcentage de volume occupé par les zones blanches qui correspondent à la réaction inflammatoire de la pneumonie, qui était l'expression la plus sévère de la maladie, ces 2 pourcentages de volume étaient significativement plus étendus, que dans le groupe des patients qui se détérioraient cliniquement par rapport aux autres. Ensuite, on a fait, par une analyse de régression logistique on a pu montrer dans 2 modèles, le modèle où on utilise toutes les opacités pulmonaires ou le modèle où on prend que les condensations, qu'il y avait aussi des comorbidités et des signes biologiques qui pouvaient aussi être pertinents sur l'estimation du risque de détérioration clinique. Et on a pu montrer, grâce à ça, que le scanner avait une valeur tout à fait performante pour prédire une évolution ultérieure défavorable, soit de façon indépendante, soit en association avec les critères de comorbidité et les signes biologiques. Enfin, pour finir, je voudrais vous parler d'une étude qui est en cours. C'est une étude qui est basée sur la radiomique et le deep learning pour prédire la réponse thérapeutique dans le cancer pulmonaire métastatique. Il s'agit de façon d'une étude observationnelle multicentrique à la fois rétrospective et prospective, d'explorer les signatures prédictives qui sont basées sur l'analyse de l'agrégation des données cliniques, biologiques, génomiques et radiomiques sur l'image de la tumeur primitive sur le scanner thoracique afin de prédire la réponse au traitement au moment après cette évaluation qui est faite à baseline, prédire le pronostic aussi du patient avec des objectifs secondaires. Et comme c'est observationnel, il y a plusieurs groupes de patients. Il y a ceux qui ont l'immunothérapie, ceux qui ont l'immunothérapie avec la chimio, ceux qui ont la chimio. Il est évident que l'immunothérapie chez ces patients-là donne des résultats meilleurs que la chimiothérapie. Malheureusement, elle ne marche que dans un nombre limité de cas et elle peut quelquefois entraîner une aggravation de la maladie. Donc, il est très important d'obtenir une valeur prédictive de la réponse à ce traitement. 4000 sujets sont prévus. Nous avons déjà inclus 500 patients et c'est Foch qui a la responsabilité de la coordination radiologique, mais c'est une étude qui est sponsorisée par Sophia Genetics. Voilà, je vous remercie. Et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dr. Grenier. Merci. Écoutez, ça nous permet de mieux comprendre toute la démarche scientifique derrière la création de ces intelligences artificielles et de ces outils d'aide à la décision
que ce soit en médecine, que ce soit en imagerie comme telle. Donc, en tout cas, s'il nous reste du temps pour la période des questions, moi, je serais intéressée de savoir quel genre de questions vous ont posé, peut-être, si ça a passé par là, d'éventuels comités d'éthique ou d'autres comités ou d'autres médecins qui ont vu ce genre de processus-là se mettre en place. Je pense que ce serait une discussion fort intéressante que j'espère nous aurons le temps de tenir à la fin dans la session questions-réponses. Donc, merci beaucoup, docteur Grenier. On va aller dans on va dans une toute autre sphère, mais encore une fois, je pense que ce qui est intéressant de voir dans le fil conducteur de cet après-midi, c'est que certaines des questions éthiques, en tout cas certaines des questions qu'on se pose, se ressemblent, même si l'application va être différente.